On était dans le même pays, les mêmes institutions, avec les médias, les politiques, les gens, mais c'était plus les mêmes. Où le narrateur dit il arriva chez nous par une après-midi de novembre. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. C'est exactement ça. Mais elles se rendent compte qu'elles ont affaire à des populations qui, quand quelque chose arrive, comme une crise sanitaire, se tournent vers elles en disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous n'avez pas fermé les frontières, pourquoi on n'a pas de masque, pourquoi on n'a pas de gel, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc moi je vois plus une réaction du politique en disant bon puisque c'est comme ça, puisque c'est ce que vous voulez, on va vous en donner. Oui, bonjour, alors je m'appelle Pierre Chazal, j'ai 46 ans. Je suis, alors deux choses, je suis professeur de français langue étrangère à Paris et j'ai aussi écrit des livres dans ma vie, dont le dernier en date qui s'appelle « C'était demain », où j'imagine l'avenir qui pourrait nous attendre selon les termes du débat tels qu'ils ont été posés par ce qui nous est arrivé ces 3 dernières années. C'est la première fois qu'un auteur écrit une dystopie suite à la crise du Covid. Pourquoi était-ce important pour vous aujourd'hui ? J'ai eu l'impression qu'on était dans le même pays, les mêmes institutions, avec les médias, les politiques, les gens, mais c'était plus les mêmes. Quelque chose a changé. Et c'est vrai qu'il y a une phrase que cite Slobodan Despot. Il prend la deuxième phrase du Grand Maulne, où le narrateur dit il arriva chez nous par une après-midi de novembre. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. C'est exactement ça. Une fois que la crise est passée, il fallait comprendre, digérer ce qui s'était passé. Et c'est vrai que j'ai constaté autour de moi que finalement c'est une parenthèse et puis qu'on reprend la vie là où on l'a laissée en 2019. Et moi je me suis senti obligé de reprendre la plume pour tirer les conclusions de ce que j'avais vu. C'est une dystopie, c'est toujours un premier signal d'alerte finalement pour alerter la population. Sur quoi alertez-vous le plus aujourd'hui ? Est-ce que finalement c'est la servitude volontaire des citoyens ? Il y a une apathie et un laisser-faire, une espèce de chèque en blanc accordé aux élites, qu'on appelle les élites, en disant « occupez-vous de ce que nous, on n'a pas le temps de s'occuper », en fait, c'est ça. Je dirais pas que les politiques traitent les populations de telle ou telle manière parce qu'elles y ont réfléchi avant, mais elles se rendent compte qu'elles ont affaire à des populations moins revêches qu'elles ne l'ont été, qui, quand quelque chose arrive, comme une crise sanitaire, se tournent vers elles en disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi on n'a pas été prévenu, pourquoi vous n'avez pas fermé les frontières, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc moi je vois plus une réaction du politique en disant puisque c'est comme ça, puisque c'est ce que vous voulez, on va vous en donner. La sécurité avant tout. Comment est-ce que vous raconteriez l'histoire globale de ce que vit votre personnage ? Alors, c'est un livre qui se passe dans 100 ans, on va dire. Et dans l'intervalle, on a eu une deuxième pandémie, comme celle qu'on a connue, mais en pire, en plus grave. Et est arrivée au pouvoir une nouvelle génération de politiques qui, elle, progressivement a mis en place une nouvelle forme de totalitarisme, pas seulement sanitaire, mais aussi économique, politique, enfin bref. Et a décidé de mettre au banc tous les contestataires. Le malheur de mon héros, qui arrive dans ce monde-là, c'est que ses parents, qui se retrouvaient en prison, enfin que j'appelle une zone de quarantaine dans le livre. Mon héros était très jeune à ce moment-là, donc il a été incarcéré avec ses parents, à l'âge de 5 ans, et il en ressort presque 70 ans plus tard. Et il arrive dans le nouveau monde qui a basculé. Pour vous, ce qui vous étonne le plus, c'est finalement le rapport à la société actuelle, parfois aux citoyens actuels, en comparaison avec la période soviétique. Vous avez des choses intéressantes à partager à ce niveau-là. Il y a 2 livres qui m'ont marqué. Le premier, c'est la société du spectacle, ou plutôt les commentaires sur la société du spectacle de Guy Debord. Le réel devient secondaire par rapport à un spectacle, c'est-à-dire ce qu'il est donné de voir aux gens. La télévision, la radio, Internet font qu'on ne sait plus aujourd'hui penser, s'extraire, penser différemment que ce qui nous est donné à voir. Les termes du débat nous sont donnés par la télévision. Donc ça a été une première lecture. La deuxième, c'était les Confessions d'un homme en trop d'Alexandre Zinoviev, qui parle de ce qu'il appelle l'homo soviéticus, dans le cadre du régime soviétique. Il nous dit ceci. Dans chaque société, une tranche de la population se constitue en pilier du système social, de son pouvoir et de son idéologie. Cette tranche-là modèle la psychologie et la conscience du reste de la population. J'appelle Homo soviéticus le représentant typique de cette partie du peuple soviétique. C'est un homme habitué à vivre dans les conditions de la société communiste et qui accepte celle-ci comme son milieu social naturel. Il participe à la perpétuation du régime par le simple fait de son activité. Il accepte le système du pouvoir et y prend part dans la mesure de ses possibilités. L'homo soviéticus reçoit une éducation assez riche, on lui fournit une ample moisson d'informations, il possède d'énormes qualités de souplesse et de conformisme, ce qui permet de le considérer comme une sorte de caméléon social qui n'est limité par aucune barrière morale. Bref, l'homo soviéticus idéal possède toutes les qualités nécessaires pour marquer des progrès dans la société communiste. Il suffit aujourd'hui que l'homo soviéticus
représente 15 à 20% de la population, que les autres s'abstiennent ou votent pour des extrêmes, par un simple jeu statistique, le système perdure. Vous êtes aussi penché sur le fact-checking, quelque chose qu'on connaît bien chez nous, chez François. Quel est votre regard sur le fact-checking aujourd'hui? Je vais faire une citation de Guy Debord, qui parle en 1988, dans ses commentaires sur la société du spectacle, il parle déjà de ces choses-là. Autrefois, on ne conspirait jamais que contre un ordre établi. Aujourd'hui, conspirer en sa faveur est un nouveau métier en grand développement. On conspire pour la maintenir et pour assurer qu'elle seule pourra appeler sa bonne marche. Cette conspiration fait partie de son fonctionnement même. Ben c'est ça. En fait, il nous parle d'un complot, mais qui n'est pas un complot pour renverser le pouvoir, ce qui est la définition même du complot. Mais non, pour le maintenir en place. Et alors les fact-checkers, c'est pareil, c'est-à-dire que ça part quand même, non pas de cette idée de vouloir imposer aux gens une doctrine, mais de vouloir simplifier au maximum l'information au nom d'une union sacrée. Je pense que quelque part, il y a quand même la peur que ça parte en sucette, comme on dit. Si plus personne ne croit à une doxa commune, tout le monde va partir dans son coin et on ne fera plus société. De leur point de vue, faire société, c'est s'accorder sur ce qui n'est plus discutable, mais qui n'est plus discuté. Les fausses informations, on parle de désinformation, c'est là où le fact-checking aussi prend son sens. Alors là aussi, j'ai une citation de Guy Debord, qui est écrit en 88, c'est extraordinaire. Le concept confusionniste de désinformation est mis en vedette pour réfuter instantanément, par le seul bruit de son nom, toute critique que n'aurait pas suffi à faire disparaître les diverses agences de l'organisation du silence. À l'époque, je n'avais jamais entendu parler de fact-checking, des choses comme ça. 40 ans après, on y est. Et c'est un homme de gauche qui parle.